Et aujourd'hui, ça flex avec Masto. Enchanté. Bienvenue. Thomas Corbin, de ton vrai nom. De mon vrai nom, c'est ça. Tu es tonton. Je suis tonton aussi. Tu es tonton. C'est exact. Et j'ai eu la chance de prendre... Alors la chance, je sais pas, mais j'ai eu la chance de prendre des photos de toi en train de plonger. C'est une vraie anecdote. C'est vrai. Je suis en train de me dire, mais d'où ça? Mais oui, tout à fait. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Alors, la première... Alors, c'était sûrement sur un festival. Lequel? Je pense que c'était le Coco. Je crois que c'était Je sur le pense Coco. aussi, oui. Et c'est vrai que c'est là où tu as eu l'occasion de prendre des vidéos de moi en train de plonger, des photos. Tout à fait. C'était une belle ambiance. Ça, c'est fou, ça. Pendant le travail, on adore. Ces anecdotes, elles sont liées à une autre facette de ton métier, mais on y reviendra après. Tout à fait. Avant ça, on va te présenter très rapidement. Aujourd'hui, tu es principalement donc beatmaker, ingé son. Ingé son. Ingé son. Principalement ingé son. Ouais. Ok. C'est vraiment ce qui te caractérise le plus aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que j'ai fait le plus tout au long de ma carrière, entre guillemets, et ce qui me passionne le plus. Pour arriver à là, tu es passé par le lycée Lafayette, Putain, oui. donc à Champagne-sur-Seine. Mince, ça faut pas le dire. Ça, ça c'est secret, ça. Puis ensuite, on t'a retrouvé à Aubervilliers, Ouais, où là, tu es rentré en école internationale du son c'est ça. et de l'audiovisuel. À la SAE, oui. J'ai Comment passé c'était? très belles années là-bas. Franchement, j'ai kiffé. Ouais. École franco-anglaise, beaucoup de cours en anglais, des intervenants très intéressants, des camarades de classe, entre guillemets, aussi très intéressants. C'est là qu'on fait nos premiers contacts en général. Et non, c'est moi qui n'étais pas trop école de base. Là, pour le coup, je me suis retrouvé sur quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Ok, t'es rentré dans le concret, quoi. Et je suis devenu bon du coup. Parce que avant l'école, j'étais pas trop dans les premiers de la classe et je me suis retrouvé à être dans les premiers de la classe, ça m'a fait du bien. Ouais, Ça m'a quand ça te donné passionne, envie. c'est plus C'est simple. ça donne envie de continuer. Et est-ce que c'est un domaine dans lequel ta famille, enfin, est-ce que tu as quelqu'un de ta famille qui exerçait un peu dans ces métiers-là ou Alors, rien à voir? pas du tout. De tout mon entourage d'enfance et de familial, il n'y a personne qui est dans la musique. Je suis le seul à avoir débarqué là-dedans. Donc j'ai toujours fait tout seul. J'ai cherché tout seul. Et puis j'ai fait mon petit chemin, quoi. Ouais, ok. Bah, c'est même mieux des fois de se dire on a fait notre propre chemin. Je sais qu'il y C'est en a qui ça. veulent pas être trop dans les traces de leurs parents. Exactement. Il y a des trucs un peu bizarres comme ça en fonction des familles. Tout le monde n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Comment t'as découvert toi? Parce qu'évidemment t'as pas atterri du coup sur cette école pour rien. Comment t'as découvert que tu voulais faire ça? Bah, alors j'ai toujours fait de la musique en tant que musicien depuis que je suis tout petit. Ok. J'ai commencé batterie, guitare, piano, percu. J'ai fait beaucoup d'autodidacte, j'ai pris un peu de cours. Donc j'ai toujours été passionné de musique. Après, on a toujours su aussi que la musique, c'est un milieu qui est compliqué pour évoluer, pour travailler toute sa vie, pour avoir quelque chose de stable. Donc je me suis naturellement tourné vers la technique. Ok. Parce que j'avais quelques amis musiciens, j'avais quelques amis qui commençaient à faire du rap, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé cette partie technique, d'être proche de l'artiste, échanger avec l'artiste. Il y a une grosse partie artistique aussi pour les ingé-sons. Ils amènent quand même pas mal de choses dans la musique, même si c'est pas eux qui sont derrière les micros. Donc voilà, c'est ce qui m'a quand même le plus attiré. Ouais, ça a vraiment... c'était le fil logique et en même temps C'est le ça. plus stratégique. C'est ça. Moi, je sais que j'ai fait 2 années de solfège. Ouais. Je voulais faire de la batterie à l'époque. Je sais pas pourquoi, c'est l'instrument qui me parlait le plus. Solfège, ça fait peur à tout le monde. J'étais à l'école primaire, je voulais faire ça et on m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour faire de la batterie. Donc j'ai fait 2 années de solfège qui aujourd'hui m'ont pas servi à grand chose parce que j'ai pas continué. Parce qu'au bout de 2 années qu'on m'a dit il n'y a toujours pas de place, j'ai fait je vais pas faire du solfège pendant 10 ans en touchant un instrument. Ouais, c'est ça. Mais parlons pas de moi, parlons de toi. Comment est-ce que... parce que tu es sorti d'école et directement après, du coup, tu es rentré avec un statut d'intermittent? Alors, de mémoire, alors j'étais à l'école du coup à la SAE à Aubervilliers. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à bosser en tant que... À l'époque, j'étais pas encore intermittent du spectacle, mais j'ai commencé mes premiers stages de lycée dans une boîte d'événementiel. Ok. Donc je faisais des études axées plus studio, mais j'ai commencé à travailler en événementiel. Ouais. Donc à la base c'était régime général, tout ça. Après je me suis dirigé vers le statut d'intermittent pour avoir justement quelque chose d'un peu plus safe, d'un peu de fixe. Et en parallèle en fait j'ai commencé à aller bosser dans des studios à droite à gauche. Noisy-le-Grand, IAPS, mon premier studio. Après je suis allé bosser sur les champs à Starsky Studio avec qui j'ai bossé avec pas mal d'artistes cool. Mais voilà, j'ai vraiment commencé pendant mes études sur la partie événementielle. Après un peu en studio. Après j'ai fait mon statut d'intermittent. Et là, j'ai ouvert mon premier studio. Est-ce que ce statut d'intermittent, il est venu par recommandation de tes proches ou ton entourage, ta famille? Est-ce que c'est eux qui t'ont dit « Attends,
ton métier là, c'est quand même pas super safe. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu pourrais pas C'est quand ça. même... Bah, moi, de base, je voulais quand même avoir quelque chose de safe. J'ai bossé dans beaucoup de boîtes d'événementiel. J'ai vu comment ça se passait. J'ai vu que signer, par exemple, un CDI dans une boîte d'événementiel par rapport à ce que moi je voulais faire, c'était pas du tout stratégique. Ouais. Mais il me fallait quand même quelque chose avec des revenus fixes pour pallier à moi où il n'y a pas de travail ou des choses comme ça, quoi. Donc, je me suis dirigé vers cette intermittence. Oui, ça paraît logique quand on en C'est parle, ça. mais c'est vrai que dans beaucoup de métiers créatifs, et on en parle dans d'autres podcasts du coup de la série, de manière générale, le domaine créatif, c'est un domaine qui est assez incertain en termes de marché de travail. On ne sait pas vraiment, même nous, en tant que photographe, vidéaste, il y en a beaucoup qui sont freelance et qui, s'ils ne prospectent pas, ils n'ont pas de boulot. Et C'est ça. c'est assez compliqué. Je sais qu'il y a du coup beaucoup d'intermittents, forcément, qui naissent via ça. Toi, ton métier, tu l'as pas laissé, enfin, tu l'as pas arrêté là. Tu t'es pas dit, je fais juste intermittent quand on m'appelle. Non, Tu as bah, été un peu plus loin. Ah oui, parce que j'ai toujours voulu créer des choses de moi-même et diriger des projets entre guillemets et être bien. Enfin, c'est pas que travailler pour les autres j'ai du mal, Ouais. mais j'aime bien pas avoir tout le temps quelqu'un qui est au-dessus de moi et toujours à dire oui, non, oui, se mettre dans des situations où on fait parce qu'il faut faire. Ouais. J'aime bien travailler avec des personnes et avoir la chance de pouvoir me dire bon, avec cette personne-là, je vais pas le faire payer très cher, mais je sais que soit ça va apporter d'autres contrats, soit on s'entend tellement bien que voilà, j'estime qu'il mérite que je lui file un coup de pouce à tel moment, des fois à tel moment, et après, souvent la roue tourne. Pouvoir prendre tes décisions, quoi. C'est ça, prendre mes propres décisions sans être obligé de suivre des directives à chaque instant, quoi. Et aujourd'hui, dans ce métier du coup d'ingé son, si on le prend en très large, c'était quoi toi ta réelle influence? Est-ce qu'il y a je sais pas, de la musique que tu écoutais quand tu étais petit, tes parents, des amis, connotation US ou pas, variété française, je sais pas. J'ai toujours baigné depuis petit dans des de belles musiques entre guillemets. Mes parents avaient des bons goûts, des trucs très ouverts. Je suis passé du coup comme beaucoup par toutes les étapes. J'ai écouté un peu de tout style, donc ça m'a permis de m'ouvrir. Après, vraiment à force de regarder, de voir des gens travailler. En fait, c'est mon premier stage aussi de lycée, il me semble, que j'ai fait dans une entreprise événementielle qui m'a vraiment projeté dans ce milieu technique. Les interactions avec des personnes connues que tout le monde voit à la télé, se disent ouah, j'aimerais bien les rencontrer. En fait, pour nous qui sommes de la technique et quand on arrive sur des gros plans, en fait, on a des interactions naturelles avec ces artistes et ça casse un peu ce côté mythe un peu. Ce mythe que tout le monde a de voir des gens en mode ouais, ils sont pas abordables, on peut pas discuter avec eux, je veux une photo et tout. Non. Et c'est quelque chose, voilà, moi je m'entends bien avec les gens, j'aime bien avoir de bons rapports. Et quand on parle entre passionnés, en plus, en général, on se comprend. Donc non, c'est vraiment ces interactions avec ces artistes-là, j'aime beaucoup. Est-ce que, parce que du coup, tu le disais tout à l'heure, le fait du coup de ne pas te contenter d'être intermittent, ça t'a poussé toi à aller plus loin, à chercher d'autres projets. Est-ce que tu penses que cette, pour moi, quête de créativité, puisqu'en fait... tu cherches à faire toujours quelque chose de différent, peut-être à faire ce qui te plaît. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as fait des erreurs non mais, je suis pressé, évidemment, tout le monde fait des erreurs sur son parcours, mais est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des choix que tu as fait dans cette direction-là, que tu regrettes en te disant, ouais, peut-être que ce truc-là, là, j'ai été trop loin par rapport à ce que je pensais savoir faire, ou là où je voulais m'aventurer, quoi. C'est ça, on a toujours des petits regrets parce qu'on se dit toujours j'aurais pu... En fait, c'est quand on fait des erreurs qu'après on y réfléchit, on se dit j'aurais pu faire autrement. Mais j'estime qu'on peut pas avancer sans faire d'erreurs et que bon, il faut savoir dire stop quand c'est trop, quand il y a un moment c'est plus possible. Mais après, j'estime aussi qu'il y a souvent moyen de trouver des portes d'échappatoire. Tu vois. Ouais. En général, quand je me lance dans quelque chose, c'est que je sais que si c'est pas possible, il y aura une autre porte d'un côté. Ouais, je prends des risques, mais avec quand même un minimum. Il faut prendre des risques. C'est là où ça paye le plus souvent. C'est ça. Ouais, jusqu'à maintenant, c'est ce qui a très bien marché d'ailleurs. Est-ce que toi, du coup, dans ce métier-là, alors, pour l'instant, on explore en très large. Tu vois, on va rentrer dans le vif du sujet après. Est-ce que tu penses que dans ton métier aujourd'hui, dans ton domaine même, de manière plus large, dans le son, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent, des clichés que les gens ont peut-être sur ce métier, ou des choses qui sont liées... mais de rien, des contraintes professionnelles que tu peux pas faire autrement et qui te disent merde, pourquoi les gens ont cette étiquette là de mon métier alors que
Alors là, la seule chose qui me vient vraiment à l'esprit, sur lequel je me suis retrouvé confronté entre guillemets pas mal de fois, déjà une première chose dans notre métier, c'est l'âge. Ouais. Quand tu travailles dans des grosses équipes, les personnes qui sont plus âgées, qui ont plus d'expérience, ont plus de mal à te faire confiance et à te donner la possibilité de prouver, de montrer ce que tu vaux. Après, voilà, il faut forcer, entre guillemets, et faire son chemin. Mais voilà, ça, c'est une des premières choses à un moment, ça m'a frustré. Après, j'ai fait autrement. Mais voilà, tu as la barrière de l'âge, c'est un milieu où les anciens sont importants, il faut écouter les anciens. Donc voilà, c'est apprendre avec des gants. Bien sûr, les anciens, ils ont le savoir-faire. Donc voilà, il faut toujours se rapprocher des anciens, les écouter, ça, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Mais voilà, ils ont tendance souvent à rester assez bloqués sur, voilà, lui, il est là depuis des années, donc c'est lui qui sait faire, il n'y a que lui qui peut faire. Alors qu'il y a des jeunes qui sont très motivés, qui peuvent faire tout aussi bien et même voire des fois mieux. Ouais. Donc ça, c'est la seule chose, tu vois, sur les barrières sur lesquelles j'ai été confronté à quelques fois. Mais bon, ok. Non, mais c'est bien d'avoir ce rapprochement-là, parce que, tu vois, nous, on l'a déjà eu aussi avec notre milieu où, moi, il y a un moment donné où quand je débarquais pour voir un client X ou Y, mon principal argument, c'était je suis jeune, j'ai plein d'idées. Je suis motivé. Je suis motivé sur plein de trucs. Je suis jeune, je suis dynamique. C'est ça. Entretien d'embauche classique. Non, mais je suis jeune, j'ai plein d'idées. Je commence, j'ai qu'une envie. Tu vois, j'ai la soif d'apprendre, la soif de faire, de créer. Et quand tu arrives que tu as, je sais pas, 18, 20 ans, parce que moi, j'ai commencé à 18 ans pour le coup, t'es pas forcément pris au sérieux. Enfin, il y a tout ce truc-là, du coup, que tu dois avoir dans ton milieu. Mais tu as forcément, je pense, tu as une partie de personnes qui se disent, ok, il est jeune, mais du coup, autant lui laisser sa chance aussi. Est-ce que tu l'as quand même, cette porte-là ? Oui, bien sûr. Heureusement qu'on tombe des fois sur des personnes qui ont... En fait, souvent des personnes qui dirigent des grosses boîtes ou des grosses équipes ou des gros événements, c'est soit ils sont habitués à leurs équipes, ils travaillent avec leurs équipes, ils savent machin. Et des fois, soit quand c'est des plus jeunes qui reprennent des entreprises déjà existantes, par exemple, qui ont ce truc de faire bouger du jeune, de mettre des jeunes en avant parce qu'ils savent qu'en effet, on est motivé, on en veut. Mais... on a aussi de l'expérience qu'on récupère à droite à gauche. Après, c'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a des jeunes qui sont plus ou moins bons, on va dire, dans leur métier, mais qui en veulent plus ou moins. Il y a les jeunes qui suivent et il y a les jeunes qui essayent d'aller encore un peu plus vite tout de suite, tu vois, d'aller chercher plus loin. Il faut trouver le juste milieu, quoi, pour avancer. Ça. Parce que comme on est jeune, on fait des erreurs, justement. C'est ça. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. Faut juste essayer de se projeter au maximum et de réfléchir. Qu'est-ce qui peut se passer une fois qu'on a fait des erreurs ? Il faut y penser avant, en fait. C'est très sage, ce que tu dis. Non, mais... c'est très sage. C'est ça. Il faut essayer d'anticiper, quoi. Ok. Je pense, tu vois, du coup, ce côté apprentissage, il vient de là, forcément. Et les anciens, ils t'aident aussi peut-être à savoir ce que tu dois surtout faire ou ne pas faire. C'est ça. Ça rentre dans ces dynamiques-là, forcément. De toute façon, il faut écouter les anciens aussi, ça c'est sûr. Hein. Ils sont là. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Mais voilà, chacun a sa place, moi, je pense, dans ce milieu. Des fois, c'est un peu compliqué, mais il faut pas lâcher, quoi. Pour tout le monde dans l'événementiel, des fois, c'est compliqué. Il y a des périodes creuses, il y a des périodes où il n'y a pas de travail, il y a des périodes où il y a trop de travail. Gérer notre vie personnelle à côté de notre travail. Pour nous, dans l'événementiel, les gens qui sont dans la musique, la vidéo, enfin, tout ça, c'est très compliqué. C'est une autre grosse partie, quoi. Mais voilà, il faut faire des choix et puis il faut en discuter, quoi. Faut réfléchir à tout ça avant de se lancer des fois. Je te laisse parler, j'aime bien, on creuse un petit peu, on va plus loin. On va réfléchir sur des sujets un peu plus pointus. Mais pour recentrer, le 5 février 2019, c'est une date que tu connais. Sûrement. Et si je l'associe à Samois-sur-Seine? Ah oui, ça c'est un bel endroit, ça. C'est un bel endroit. C'est le début d'une belle aventure. C'est la création de Bunker Studio. C'est la création de mon premier studio d'enregistrement tout seul comme un grand. Enfin, non, même pas. Je suis inventaire. J'étais associé avec une personne. Ok. J'ai ouvert en association. On a travaillé pendant 1 an ou 2, je pense, à 2, ensemble, pour essayer de faire évoluer ce projet. Avec un ami, bien sûr. On s'est pas entendu sur pas mal de sujets au fur et à mesure. On était jeunes en plus, donc on commençait tous les deux dans notre milieu. Quel âge à la création ? Je
sais Ça va plus quel spoil ton âge j'avais. actuel, forcément. Ouais. Je crois que j'ai 28 ans maintenant en plus. Ok. Oh là, j'ai 28 ans. Je Donc, sais même plus quel âge j'avais. Bah donc du coup, t'étais autour des 22-23 ans, quoi. Je suppose. Ouais, mais j'étais même un peu plus jeune. Ok. J'étais même un peu plus jeune. Enfin bref. Du coup, j'ai commencé voilà, en association. On était deux. Une partie vidéo, une partie son. Ok. Alors après, sur la partie montage du studio, physique, aménagement, traitement, tout ça, j'ai vraiment géré un peu tout de mon côté parce que j'étais le seul à avoir autant de connaissances. Après, j'ai des amis qui m'ont aidé, tout ça. Mais voilà, l'aventure s'est achevée au bout d'une petite année où au final, Ok. j'ai racheté les parts de mon associé et j'ai tout gardé pour Ouais. moi. Ok. À savoir m'axer vraiment que sur la partie son, puis Que tu maîtrises. Ouais, voilà ça, parce qu'il y avait une grosse partie vidéo, on essayait de faire du clip, comme ça on pouvait clipper les morceaux qu'on enregistrait, c'était Bien sûr. ça le truc de base, on en a fait quelques-uns. Mais voilà, après moi je me suis axé vraiment studio, j'ai récupéré les parts de mon ancien associé, lui s'est mis à faire du drone, d'ailleurs. Ok. S'est mis à faire du drone, il a continué de son côté, tout ça, donc c'est bien passé en final. Toi, ton objectif, c'était du coup de te mettre au service des artistes pour enregistrer, mixer et masteriser du coup leurs morceaux. C'est ça, avec une petite partie de composition. Ok. Parce que j'ai dans mon entourage des amis, des connaissances qui font des instrus, enfin, qui font des prods, des beatmakers. Ok. Choses qui sont aussi nécessaires dans un studio d'enregistrement et puis pour des artistes, forcément. Mais ouais, beaucoup, j'étais très axé, enfin je suis toujours très axé enregistrement, mixage, mastering des titres, et puis beaucoup de direction artistique, de la réal sur les morceaux, du conseil, et puis voilà, les contacts, Sur du tout ce qui placement. est stratégie digitale aussi. C'est ça aussi, Beaucoup ouais. d'accompagnement au Ouais, final bah en fait, sur c'est ça, ce domaine nous- artistique. Ouais, domaine artistique. Au final, on fait de la, je et on maintenant, on fait de l'accompagnement vraiment global. À partir de l'artiste rentre en studio, il a zéro idée, il ressort avec un morceau fini qu'il veut commercialiser. Donc nous, on peut l'aider sur toute la partie en fait, toutes les parties. C'est mortel ça. À mon avis, tu dois avoir passé pas mal de monde. Ouais. Ah bah ouais, mais j'ai. Et je vais y venir. Je vais y venir. Avec qui forcément. on a travaillé. Parce que ce côté créativité, tu l'as dans plein de styles. Mhm. Là, si on joue un petit jeu très rapidement, je te donne un nom d'un titre, tu me sors l'artiste qui est en face. Ok, pourquoi pas. Je sais pas si je suis très bon à ça. Vas-y, c'est parti. Je pense que tu vas être très On va bon. voir. Si je te dis Englishman in New York, l'accent, tu juges pas. Oui, An Englishman in New York. C'était qui ça déjà? C'était Sting. C'était Sting. C'était Sting, ouais, c'est ça. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Et pas le je crois. Hein. Je t'aimerais. Putain, je l'ai pas celui-là. Francis Cabrel. Francis Cabrel, mais ah Et oui. pourtant, Ouais. tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu, Francis Cabrel? Je l'ai fait, c'est vrai. Je l'ai fait où? Je l'ai fait à Dan-Marie, à l'EPB, c'est vrai ça. Mais interaction compliquée avec Francis. Ok. Interaction Bah, c'est compliquée. des- Il y a c'est des des styles artistes compliqués, qui c'est sont vrai. plus ou moins. Et tu si je vois, te dis sans repère? sans repère. Ah, ça devient dur là. Sans repère, pas le chiffre 100. Hein. Sniper. Oui, putain, ah ouais. On en Pourtant, a je te fait, sors hein. des grosses refs là, C'est normalement. ça, c'est des grosses refs. Après, Sniper, ancienne époque, j'étais pas encore trop dedans, mais si, après, j'ai travaillé pas mal de fois avec eux en événementiel avec Sniper. C'est des gros noms quand même. Je sais que Ouais, enfin, c'est c'est des gros même noms. des légendes, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, Tout à fait. Roman, nous qui travaillons un peu la vidéo, je sais que tu lui parles de Sniper, je crois qu'il connaît. Hein, je Tout peux le pas faire monde d'erreur, connaît. mais- Bon, moi, je connais très peu les sons. Je connais deux noms, mais je connais très peu les sons. Mais parce que moi, je suis un peu plus jeune, alors forcément. C'est ça. Moi, j'ai plus tendance à retenir facilement des musiques, des audios, mais alors associer des noms, des fois, c'est compliqué parce que j'écoute tellement de choses, mon cerveau, Ah oui. il emmagasine énormément d'informations. Et des fois, même des copains ou des sons que j'ai moi-même enregistrés il y a 2 ans, j'ai du mal à, à remettre. Mais ouais, tout à fait. Et tu vois, il y a du coup là, 3 styles totalement différents entre Sting, Francis Cabrel ou Sniper, mais t'as pas fait que ça, t'as fait pas mal de scènes un peu mainstream, rap français, je pense à Fianso, Amir, Jiménez, Abou Debeng, Ouais. Youssoufa, Rimka, Oui, tout ça ça, fait oui. quand même du monde. C'est Et ça. derrière- Et en studio et en live, ouais. Ok. Et derrière, d'autres artistes que nous on a shoot sur des Oui. festivals, sur plein de choses. Je C'est pense vrai. à Bob Sinclair, C'est vrai. Kungs, Oui. il y a qui d'autre Bon Entendeur, The Avener. Ouais. Florent Picasso. Trinix qu'on a fait Trinix. récemment, ouais. On s'est très bien entendu, ils sont adorables. Non, on a fait énormément de choses, ouais. En Il y a festival. du monde. Ouais. Et est-ce que tu peux me donner quelqu'un d'un peu inédit, Quelqu'un d'un peu inédit. qui est pas vraiment du domaine de base? En artiste avec qui on a travaillé. Ouais. Sur les dernières. Je parle d'un artiste pas musical. Hein.
Ah ouais. J'ai une anecdote, alors tu vas me la confirmer ou pas, mais si je te dis Anne Roumanoff. Ah ouais. Ah bah ça c'était il y a longtemps ça, Normanov. Je suis remonté loin, écoute, il fallait un peu de Mais t'es matière. allé super loin. Mais comment t'as trouvé des choses comme ça? Je sais pas, Internet c'est riche. Ouais, c'est vrai que sur Internet il se passe pas mal de choses. Eh ben Anne Roumanoff. C'est quoi l'histoire avec ça? Bah, on a fait quoi? On a fait un événement pareil. Je crois que c'était vers chez moi, vers Danemarie. Montage, exploitation, interaction avec cette personne. Après, que dire sur Anne Roumanoff? C'est drôle. C'est Non, mais pas, comment- pas des gens avec qui. Oui, dis-moi. Comment t'as amené? Vous avez fait quoi? Vous avez enregistré un son? Non, pas du tout. Anne Roumanoff, c'était en événementiel. Ok. On s'est occupé de faire sa presta et de faire son spectacle. Parce que moi j'ai vu Anne Roumanoff dans les artistes accompagnés et tout ça, je me suis dit attends. Non. Il y a un son avec Anne Roumanoff, c'est quoi? C'est une parodie? Non, on n'a pas fait de son, mais j'ai fait de la télé. Ok. J'ai fait des. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ce genre de Ouais, personnalité. j'ai enregistré. Comment elle s'appelait déjà cette dame? Sarah Martins, par exemple. Ok, Tu vois, quelqu'un de Ouais. la télé-réalité qui La s'était mis sœur à de faire Doc. un peu de son. Ouais, pas du tout. peu de tout. Donc, c'est là. Bref, du coup, j'ai enregistré aussi, tu vois, ce genre de personnes. Écoute, Ok. c'est pas des gens qui à la base font de la musique, mais les rencontres font que des fois, Ouais, ça tu peut te retrouves faire. sur des projets originaux. Mais tu en as eu des originaux, mais tu en as aussi des très réguliers. Je pense à Larry, Jack Ouais. Mess, Ouais, Kepler, c'est ça. Sensei. Ouais, Sensei, il était passé à mon studio aussi, en effet. Très récemment, là, je bosse beaucoup aussi avec Smiley. Ok. Smiley, un jeune étudiant rappeur très talentueux et très motivé. Impar, un de mes associés maintenant, Ouais. aussi. Et Tango John. Tango John, j'ai beaucoup travaillé avec Tango aussi, un ami qui est très fort, artistiquement très fort. Je l'ai vu pas mal, je crois, tourner Mm. dans tes studios. Ouais. Non, j'ai fait. Puis il y a pas mal de monde qui sont passés, mine de rien, dans ce petit studio-là. Et aujourd'hui, donc parmi tout ce monde-là, parce que forcément on les a pas tous cités et on va pas le faire, parce que C'est ça. le but c'est pas de se faire l'étalage total de. Ça va être long, surtout. Ça Ça va être très long. Aujourd'hui, c'est quoi je vais pas dire ta plus grande fierté, mais est-ce qu'il y a eu, et je pense que oui, des artistes avec lesquels tu as été récompensé pour certaines. Alors, j'ai travaillé sur des projets où j'ai été récompensé. Après, j'en ai pas fait malheureusement autant que je voudrais. Ok. Malheureusement. Mais là, sur les derniers sons qu'on marchait, on s'approchait presque du disque d'or avec Smiley, justement, avec Ok. un son qu'il a sorti là, où j'ai fait mix master sur ce son. Pour une fois, j'avais pas fait le record. J'avais travaillé sur un projet où j'avais enregistré pas mal de tracks sur l'album d'Imen ES qui a fait or et platine. Pas mal de petits projets à droite à gauche, mais malheureusement dans mon studio à moi, vu qu'il était un peu excentré de Paris, Ouais. j'ai pas assez fait venir de personnes dans le milieu qui étaient aptes à enchaîner aller plus loin, quoi. C'est ça, Ok. les disques d'or. C'est pour ça que du coup, je change de. Attends, d'endroit. on y vient. Ouais, non, mais je ne dis dis rien, je ne dis rien. Mais tu me poses des questions, ça me donne envie, tu vois, de raconter des choses. On a le temps encore. Forcément, donc tu le disais au début, tu as créé donc ce premier studio. Tout à fait. On verra pourquoi après on dit premier studio. Mais ce démarrage, il a un coût financier. Oui. Comme nous, hein, quand on démarre, on doit acheter notre première caméra, on Tout commence à pas avec fait. le top du top, etc. Comment tu fais au début pour pallier à ça? C'est-à-dire, t'aimerais, je sais pas, avoir les dernières enceintes ou les dernières tables de mixage. Comment tu fais pour pallier avec ça? Et en même temps, avoir une qualité quand même qui se rapproche de... Parce que nous, en image, c'est vrai que depuis un moment, les caméras font des évolutions assez extraordinaires. Dans le son, je sais pas du tout. Moi, j'y connais rien en son, clairement. Comment ça marche dans le son? Est-ce que vraiment... entre, je sais pas, un démarrage avec un équipement à 3 000 €, tu as une différence avec un équipement à 300 000 €? Genre, je me doute que oui. Mais est-ce que tu peux quand même arriver à faire du bon taf avec... Tout est dans les mains, le savoir-faire. Ok. Disons que de nos jours, avec toute la puissance informatique qu'on a, on peut sortir des choses qui peuvent passer au grand public sur des configurations qui sont pas non plus hyper excessives. Ok. Donc on commence sur quelque chose de base qui coûte quand même une certaine somme. On produit avec, on travaille avec, on s'améliore avec. Et au fur et à mesure, quand on a un peu de rentabilité, on réinvestit, on change par ordre de priorité. Mais on a la chance de nos jours avec l'informatique d'avoir accès à pas mal de choses sur nos petits ordinateurs Il y a les outils.
qui font un peu de magie. Ok. Je pense avoir plus. Vraiment, le son, moi, ça me donne des frissons. Ouais, Et quand c'est fini, et quand c'est en train de se faire. Parce que quand c'est en train de se faire, je comprends rien. Déjà, là, pour configurer là, ce podcast, tu sais à quel point c'est complexe. C'est intéressant. Mais c'est bien, tu vois, qu'on sache ça. Je sais que moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'y connaissais pas grand-chose à plein de choses côté vidéo, pour le coup. Parce que moi, j'ai commencé vraiment sur la partie photo. Et donc, je me suis dit, ok, je veux commencer la vidéo. Alors, j'ai acheté ma première cam à 500 balles. J'ai commencé à... En fait, 500 € aujourd'hui, pour beaucoup, c'est une sacrée somme. Bah oui. Mais aujourd'hui, par rapport aux caméras qu'on utilise, ça reste quand même assez maigre. Et c'est surtout que du coup, on peut absolument pas avoir le même rendu, quoi. C'est ça. Donc si tu me dis que dans le son, ça fonctionne plus ou moins autrement et que c'est juste une question de confort... C'est une question de confort. Après, bien sûr, il y a quand même une base que, par exemple, tu n'enregistreras pas à la même qualité avec un micro à 150 € qu'avec un micro à 4000 €, tu vois. Ouais, ok. Donc, il y a quand même une marge. Mais en tout cas, il y a moyen de faire passer des choses à l'oreille du public, même si t'es pas dans des configs extrêmes à 20 000 balles juste pour un micro et une carte son, quoi, tu vois. Genre du focal. Un préamp. Ouais, des focales. Là, ça y est, je sors des... focal. Ah, il s'est renseigné. Ouais, pour des enceintes, c'est pareil. On dit toujours que pour bien commencer une config de studio, le plus important déjà c'est la machine sur laquelle t'enregistres. Donc de nos jours, maintenant, nos ordinateurs. Donc il faut un bon ordi qui tient bien la route. Il faut ensuite des bonnes écoutes. Donc, on va dire les enceintes de nos jours, parce que le casque, pour travailler en studio, tu ne peux pas travailler 100% en casque, bref. Et après, la pièce aussi. Et après vient le micro. C'est-à-dire que si tu as déjà un bon ordinateur qui va assumer tes sessions, si tu as déjà une bonne paire d'écoutes dans une pièce bien travaillée, enfin un minimum travaillée, tu peux t'en sortir. Et après, tu vas venir choisir un micro qui reste polyvalent. En fonction de ton budget, tu prends dans une entrée de gamme. Tu essayes, tu bidouilles, tu vois. Après, c'est la bidouille. Et après, au fur et à mesure, tu évolues. Tu prends des choses qui sont un peu plus reconnues, qui ont fait déjà leurs preuves. Après, tu compares, tu essayes. Tu vois ce qui te convient le mieux, parce qu'il y a aussi une grosse partie où tel micro est aimé par beaucoup de gens pour une couleur, pour un grain, alors que toi, avec la manière dont tu travailles et ce que tu vises, c'est pas forcément ce micro qu'il faut. Donc bon, après, des fois, ça donne lieu à des essais et à des surprises. C'est fou parce que tu vois, quand tu parles d'une couleur de micro, évidemment, on n'a rien à voir avec l'esthétique du micro, pas du tout. Mais c'est dingue parce que c'est pour dire à quel point c'est loin de ce qu'on fait alors que c'est tellement lié, tu vois. Tu peux voir autour de toi, alors je sais pas si on voit à la caméra, mais tu peux voir quelques mousses acoustiques. Tout à fait. Alors, attention, ça m'a attiré l'œil quand je suis rentré direct. On n'est pas sur l'optimisation totale. Moi, j'aurais aimé savoir, tu vois, comment les placer, etc. Je pense qu'il faut des études, faut avoir été... Comment ça s'appelait Non, mais voilà, il faut savoir comment ça marche. Nous, c'est principalement esthétique. Maintenant, c'est des choses qui se travaillent. C'est ça. Il faut tester, il faut essayer, il faut se renseigner. C'est ça. Mais c'est toujours mieux que... faut bien commencer par quelque part, en fait, à un moment, tu vois. C'est ça. Tout à l'heure, t'en parlais en arrivant, t'en parlais avec Théo, qui est de notre équipe. Tu parlais d'un chiffre. Ce chiffre, tu le connais très bien. Et si je te l'évoque, tu vas savoir tout de suite de quoi on va parler. Et t'as essayé d'en parler plusieurs fois. On parle du chiffre 260, qui correspond à... Des mètres carrés. À des mètres carrés, peut-être. Ouais, on parle pas de 11. C'est même un peu plus, maintenant. C'est un peu plus. Eh oui. Ouh, tu as fait des travaux. Une véranda, peut-être. Peut-être qu'il y a un étage qui s'est rajouté. Parle-nous de ce projet. On parle de 260, donc 260 mètres carrés. Donc maintenant, en fait, 300 mètres carrés, clairement. C'est le nom d'une marque. 300 mètres carrés, le nom de ma nouvelle société. Non, 300 mètres carrés, c'est un bâtiment vide de 300 mètres carrés que du coup nous avons eu la chance de trouver pour continuer les projets de studio, s'agrandir et se rapprocher de Paris, où tout se passe pour la musique. Donc voilà, je ne sais pas si j'en dis plus, parce que je vais partir dans tous les sens. Si ce podcast, à l'heure où nous sommes, il sort, nous sommes le 1er décembre. Donc à l'heure où il sort, tu es encore du coup dans ses travaux. Tout à fait. Il y aura plein de choses dont on pourra parler, mais pour présenter très rapidement ce projet, on t'accompagne sur ce projet, sur la partie un petit peu vidéo, reveal et présentation même du projet. Peut-être que quand ce podcast sort, la vidéo est d'ores et déjà disponible sur ta chaîne YouTube alors. On va sûrement, enfin je crois que non oui, on va le
faire en On va le réel, faire, je ok. vais y arriver. Et on aura un format YouTube aussi, bien sûr. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de chaîne YouTube qui a été Ok. faite. Où il y en a En une fonction ancienne, de toute façon, mais, on mettra tout de disponible c'est ça, tout sera disponible. sur le podcast là qui sort du coup sur Spotify et YouTube. On mettra sur YouTube le lien directement vers la vidéo quand elle sera C'est vrai qu'il faut disponible. que je fasse ou pas, genre. Le lien sera disponible ici. Ceux qui écoutent uniquement ne verront pas ce que tu as fait. Merde. Du coup, vont trouver ça très... Bon, enfin, peu importe. Tu es du coup en train de créer ce nouveau projet. C'est ça. Donc un studio d'enregistrement, si on parle avec des guillemets au sens très large. Moi, j'ai eu l'occasion du coup de venir filmer et de voir un petit peu j'ai envie de dire les bases de ce projet-là. C'est ça, le début. C'est assez impressionnant pour le coup, puisque du coup tu te lances dans quand même pas mal de travaux, des travaux donc manuels, chose que C'est ça. moi personnellement je ne pourrais pas faire, puisqu'en termes de manutention, tout ce qui touche à autre chose que l'informatique, j'ai beaucoup de mal. Ok. Voilà, faire de la peinture par exemple, c'est pas pour moi. Non mais voilà, t'as un peu peut-être de maçonnerie, d'isolation, d'électricité, de Ah, tout. plomberie, tu dois tout faire. Tout. Tu fais tout seul? 90%. 10%. En tout cas, toi et peut-être ton entourage, mais sans professionnel, je parle du bâtiment. Oui, en soi, moi, je sais tout faire, entre guillemets. J'avais de très, très, très bonnes bases, car j'ai grandi dans des maisons en travaux et avec des parents qui faisaient leurs travaux eux-mêmes. Tu as Donc, dit qui m'ont énormément appris. Ok. Et pour les petites choses un peu plus techniques où j'étais pas serein, on a fait appel à des amis la plupart du temps. La plupart des amis qui étaient dans le métier, qui sont venus nous filer un coup de main, ou là où on pêchait un peu, quoi. Mais la plupart des choses, j'aime bien faire les choses par moi-même. Ouais. Je suis très autodidacte et je touche à tout. Et puis là, tu pourras dire, pour le coup, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Ah ouais, là pour le coup, tout. Ouais, c'est bien. On saura tout. Je pourrais parler de tout. C'est C'est mortel, ça. important. Bah ouais. Jusqu'au prix de la dalle de carrelage. C'est ça. Et puis c'est des économies surtout, mine de Ouais. rien. Forcément. À la main d'œuvre, ça se paye. La main d'œuvre et puis moi j'aime bien que les choses soient faites exactement comme j'ai en tête. Très perfectionniste. Bah, c'est Ouais. peut-être lié à ton métier, certainement. Aussi. Donc forcément faire les choses soi-même, ça a un avantage. Ça a un inconvénient parce que ça prend du temps. Forcément. Mais l'avantage, c'est que quand c'est fini, déjà savoir qu'on a fait ça soi-même, c'est très satisfaisant, c'est très gratifiant. Et puis c'est comme ça aussi qu'on peut mener un projet à terme, parce que si on aurait dû passer par des entreprises pour tout faire, on aurait dû tripler, quadrupler l'investissement. Disons que il faut faire vivre ces entreprises-là maintenant quand tu es sur un projet un peu, on va dire, de création, enfin quelque chose comme ça. Bah, c'est bête, mais je crois que le moindre centime que tu peux économiser, bah, ça peut aider à payer autre chose ou C'est à ça. permettre de finaliser ton projet un peu plus rapidement. Ou... C'est ça. C'est pour ça qu'on a quand même une partie où, par exemple, dans notre local de 300 mètres carrés, on a je sais plus combien de mètres carrés qui sont dédiés aux chambres, à des chambres Ouais. pour faire des séminaires pour que les artistes puissent rester sur plusieurs jours. T'es en train de spoil. Là. Non, pas du tout. Et donc, du coup, là, pour le coup, c'est une entreprise externe qui vient nous filer un coup de main et s'occuper de cette partie-là. Parce que moi, du coup, ça me permet de gérer le reste. Ouais. Les studios, tout ça, c'est des choses à travailler de l'acoustique. C'est pas des gens qui travaillent dans le bâtiment qui peuvent forcément faire ça. Parce qu'il y a plein de notions qui sont différentes, il y a plein de choses qui sont très importantes à ne pas laisser passer. Et souvent, les gens du chantier n'ont pas la même approche que les acousticiens, entre guillemets, quoi. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, C'est le ça. placement des mousses. Entre autres. Il n'y a pas que ça, je suppose. C'est pas que Oui, une il y a histoire plein de mousse notions acoustique, qui viennent s'ajouter à ça, mais Moi, je l'ai vu en vrai, je l'ai vu en 3D. Sur le rendu, en tout cas, que ça aspire à devenir. C'est ça. Très impressionnant. Et du coup, normalement, je viendrai, il me semble, filmer le Tout reveal à de ce fait. projet-là. tu suis le projet jusqu'à la fin, normalement. C'est prévu pour quand? Ah, À je l'heure sais actuelle. pas si on peut parler vraiment de date, là, encore. On peut pas encore. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre premier... Alors, je vais rentrer un peu plus dans le dur du sujet. Voilà. Au final, on aura 4 studios. Ok. Sur les 4 studios, il y en a un là qui est déjà terminé. Ok. Et il y en a un deuxième, donc le plus gros, le plus attractif, où tout le monde va vouloir aller, qui lui devrait être fini, on espère en fait en début d'année pouvoir ouvrir toute la partie gros studio enregistrement et les chambres et le salon d'accueil. Donc ça Ok. veut dire que dans le bâtiment il restera que les 2 autres petits studios à finir, les bureaux, enfin voilà. Nous on essaye de Ah, peut-être s'axer. admin aussi.
C'est ça. Mais du coup, j'ai déjà un petit bureau admin dans l'autre studio qu'on a terminé là. Donc voilà, on espère déjà pour commencer un début d'année avoir nos 2 studios. Là pour l'instant, il y en a déjà un qu'on a lancé. On y viendra sûrement peut-être après, mais chaque chose en son temps en tout cas. Toi, à terme, tu te vois donc, je suppose, évoluer dans ce nouveau bâtiment, ce nouveau projet. Est-ce qu'à terme, tu penses qu'il y a un stade où tu seras plus, entre guillemets, le personnage principal de la vie de cet endroit et que tu t'occuperas plus des équipes ou du lieu en gestion Du management, ouais. Bah alors, oui et non, parce que faut que je fasse du son. Je veux bien faire du management, je veux bien gérer pas mal de choses, mais il faut que je fasse du son. Je suis beaucoup trop passionné pour m'arrêter et faire que de la bureautique ou que du management, c'est pas possible. Ouais. J'aime trop la musique et j'aime trop les interactions avec les gens, les artistes. J'aime trop créer, j'aime trop écouter et faire écouter en live ce qu'on a enregistré en studio. On s'est pris la tête pendant des heures et l'écouter en live, c'est quand même quelque chose de vachement cool. C'est différent. Donc je pourrais pas lâcher ça, c'est sûr. Puis c'est ce sentiment peut-être un peu d'exclusivité. Nous, on le dit souvent, tu vois, on a la chance de toucher à plein de milieux, l'automobile, le sport, l'événementiel, plein de choses. Et on a la possibilité de voir et de vivre des moments que, faut le dire, peu de personnes peuvent vivre dans un schéma de vie plus classique. Voilà. Je pense que ce côté exclusivité et vivre ces moments qui sont précieux, bah, ça a toute une richesse dans ces métiers-là et ça fait qu'on a encore plus cette graine de passionné. Enfin, je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais je pense que tu vois tout à fait oui, c'est ça. De ce dont je veux parler. On a la chance du coup quand même de pouvoir évoluer et travailler naturellement dans des domaines où les gens, pour eux, c'est un peu de la féerie entre guillemets, tu vois. C'est une chance et c'est aussi ce qui nous permet d'enchaîner pas mal d'heures de travail sans dormir des fois. Oui, faut le dire. Voilà, dans des conditions extrêmes. Mais on le fait parce qu'on est passionné, qu'on adore ça et qu'au final il y a toujours un petit moment de laps de temps où on est heureux. Des fois pour pas grand chose, des fois pour beaucoup, mais tu vois, ça pourrait être un post LinkedIn, je pense, de dire voilà, les gens croient que je suis tout le temps en vacances. C'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Ah, pas du tout. Ce qu'ils voient pas derrière, c'est qu'on a des déplacements. Bon, bah voilà, c'est. Alors oui, super, on va dans le sud de la France pendant 2 jours, mais on se tape le train. Derrière, on est dans le speed pendant 2 jours, on se repose pas, on n'a pas le temps de prendre du temps libre. On est vraiment là pour le boulot. Je parle en connaissance de cause, on va dire, pour certaines destinations. Je sais que nous, on a l'occasion aussi un peu forcément de voyager, d'aller dans d'autres pays ou d'autres destinations où on dit « Ah bah tu devrais rester plus longtemps pour prendre un peu de vacances. » Ah ouais, mais non, parce qu'il faut que je rentre. Parce que moi, j'ai d'autres trucs sur le feu, je peux pas là. C'est ça. Mais c'est marrant, tu vois, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a 2 visions un peu de ces métiers-là. Et tu vois, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des préjugés, des choses qui font que tu vois, les gens te disent « Ah, mais toi, c'est super, tu peux faire tes heures comme tu veux, etc. » Alors, toi, tu sais comme moi qu'un artiste, peut-être, qui reste dans un studio, qui te dit « Je viens à telle heure », en général, il arrive rarement à l'heure. Ça, déjà, oui, ça, c'est sûr. Et en général, il repart rarement aussi à l'heure où il a dit qu'il repartait. Aussi, en effet. Je pense que c'est pour ça que tu mets des chambres. Ouais, entre autres. Entre autres. Comme ça, on est moins embêté avec les histoires d'horaire. Il y a toujours, je pense, forcément les avantages, les inconvénients. Mais toi, pour ce métier-là, tu l'as dit un petit peu juste avant, c'est un métier forcément de passionné. Mais si tu avais un mot à donner pour une personne qui voulait soit suivre ton chemin, alors pas tout le chemin, attention. Il pourra pas. Il pourra pas. Non, faut être agile. Non, mais quelqu'un qui veut en tout cas devenir ingé son ou beatmaker, en tout cas travailler dans la musique. Tu te donnerais quoi comme conseil ? 3 conseils. 3 conseils. Alors, le premier... il faut être ouvert d'esprit, déjà. Il ne faut pas se limiter à un style ou un secteur, en tout cas d'activité dans ce domaine. Deuxième, il ne faut pas avoir peur de salir les mains, clairement, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ça veut dire à un moment, si on veut beaucoup de choses, il faut faire beaucoup de choses. Faut y aller, quoi. Voilà, faut y aller, quoi. Et la 3e chose, c'est de jamais se décourager, en vrai. Parce que c'est des métiers où il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de moments où c'est super, c'est la fête, tout marche bien, on est au max, on peut faire trop bien, trop plein de choses. Et puis il y a des moments où c'est un peu plus dur.
On a des périodes où soit c'est la clientèle qui n'est pas là parce qu'il y a des périodes où la clientèle n'a pas d'argent, entre guillemets. Il y a des moments où les prestats ne sont pas là parce que c'est les périodes creuses. Il y a des moments où la vie familiale et le travail ne coïncident pas. Voilà, il y a beaucoup de parties un peu plus négatives de ce domaine qui existent. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'il faut se décourager, quoi. Puis il faut savoir ce qu'on veut, hein, à un moment. Et puis c'est un luxe de vivre de sa passion. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est une des choses que j'entends beaucoup. Chaque fois que je parle de ce que je fais, je me dis, mais t'as de la chance, tu travailles dans un milieu qui te passionne. Je fais, bah ouais, mais je l'ai choisi en même temps. C'est vrai. On le choisit, hein. On choisit sa vie en général. C'est triste à dire, mais... Si on se donne les moyens, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein. C'est ça. Encore une fois, faut pas se décourager. Il faut se donner des objectifs. Si on n'atteint pas les... En fait, moi, ce que j'ai toujours fait et ce que j'ai toujours prôné, entre guillemets, faut toujours viser haut. Oui. Pour arriver Parce que même si moins haut, tu mais te loupes, voilà, tu seras toujours un petit peu plus haut que si tu visais le normal. C'est sûr. Et ça, c'est un truc aussi qui est assez important, je trouve, dans notre domaine. C'est bien ça. Ouais. Faut pas se brûler les ailes, par contre, tu connais. Tu seras toujours un peu plus haut que si tu visais le normal. Cette phrase est géniale. Ouais. Et ben Masto, merci. Eh ben, grand plaisir. Merci pour cette émission. Et puis, j'ai envie de te dire, on suit de près du coup C'est l'activité ça. de Bunker. Rejoignez-nous sur tous les réseaux. Si vous êtes artiste, beatmaker, compositeur, ou juste que vous avez envie de bosser dans le domaine, faut nous contacter. On Merci. va bien s'amuser. Merci à toi pour l'accueil, surtout. Et puis, à très bientôt. Carrément.